Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des vampires, et plus précisément du comte Dracula. Créé à l'origine par Bram Stoker, il a très rapidement bondi des pages du livre pour aller se surimprimer sur nos écrans. Il était le cœur violent de la société victorienne, le cadavre ambulant venu pour enlever des jeunes filles et réduire à la folie les hommes les plus cultivés. Il était violence, sexe et sadisme, recouvert d'un mince vernis de respectabilité aristocratique. Figure emblématique de la terreur à l'origine, les adaptations modernes du mythe tendent à lui voler sa terreur pour l'échanger contre une fiévreuse romance. Alors comment est-ce que Dracula a pu passer du monstre diabolique à l'amant tragique en seulement un peu plus de 100 ans? Le vampire, le récit gothique de John Polidori. Dracula est peut-être l'histoire de vampire la plus populaire et la plus connue, mais elle est loin d'être la première. D'ailleurs, une grande partie de la caractérisation populaire du personnage de Dracula ne prend pas du tout source dans le roman de Stoker, mais plutôt dans les histoires qui l'ont précédé. Le vampire de John Polidori possède une ressemblance saisissante avec plusieurs adaptations de Dracula. Et pour cause, son travail est l'un des premiers récits à présenter un vampire gentleman. Il s'en trouve plus étroitement lié avec les adaptations modernes de Dracula que ne l'est le roman de Stoker. Ruthven, le vampire de son histoire, est celui auquel nous pensons quand nous pensons au vampire gentleman. Un charmant aristocrate ayant un réel enclin pour les désordres, errant dans les salons de Londres pour séduire de belles filles et s'abreuver de leur sang. Le Dracula de Stoker. Bram Stoker s'approprie des concepts déjà avancés par Polidori. J'ai une tête de raton laveur, mais laisse tomber. Mais contrairement au héros de celui-ci, il n'a pas le même charme glacial. Dracula, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est absolument pas un séducteur de femmes dans l'œuvre de Stoker, mais un violeur, un rebelle, une force du mal. Si tout ce que vous avez jamais vu de Dracula est Gary Oldman ou Bela Lugosi, ou tout autre sensu dans une grande cape, malgré la profonde admiration que j'éprouve pour ces deux interprétations, sachez que vous n'avez vraiment pas connu la terreur d'origine du personnage. Stoker établit son Dracula comme un monstre antique d'un autre monde, un vieil homme qui rêve d'un passé épique, dont je vais vous lire la description. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes, mais abondants sur tout le reste de la tête. Ses sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez, et leurs poils, tant ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de boucler. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle, et les dents éclatantes de blancheur étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres, dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles, et vers le haut se terminaient en pointe. Le menton, large, annonçait lui aussi de la force. Et les joues, quoique creuses, étaient fermes. Une pâleur étonnante. Voilà l'impression que laissait son visage. Nous sommes bien loin ici du Dracula tumultueux à l'accent slave, dont rêvent les femmes la nuit. On pourrait presque créer le personnage de Dracula à partir de ce qu'il n'est pas dans cette description. En effet, contrairement à ce que semblent penser la plupart des gens, Dracula n'a rien à voir avec un gentleman séduisant et bien habillé. Son pouvoir ne réside pas dans sa force de séduction, mais dans sa force tout court. Et je vous vois venir, il n'est pas attirant non plus lorsqu'il commence à devenir jeune, il est décrit comme un animal, il est comparé à divers moments du récit à un rat, une chauve-souris, un loup. Bon ok, le loup c'est cool. Et sa mort ne ressemble en rien à une délivrance d'une existence infernale, mais à une fin violente et sanglante. Un vrai bain de sang, oui. Il parvient même à corrompre ses ennemis victoriens, puisqu'ils en arrivent à se livrer à des rites obscurs pour libérer le monde de sa présence. Donc qu'on soit bien d'accord. À l'origine, Dracula n'est absolument pas un héros romantique, ni même un anti-héros. Il est l'obscurité du cœur de la société victorienne. C'est tout. Le Nosferatu de Murnau. Ce film est le premier conte cinématographique concernant les vampires, mais aussi la première adaptation cinématographique de l'œuvre de Stoker, et peut-être l'une des rares adaptations à faire justice au caractère original du personnage de Dracula. Et si le film n'est pas titré Dracula, c'est uniquement en raison d'un litige avec la grognasse entre la succession de Stoker et la société de production. Dracula devient alors le comte Orlok, Harker devient Hutter, et Mina devient Hélène. Mais il n'y a pas l'ombre d'un doute,
Nosferatu est bien l'adaptation de Dracula. La pièce maîtresse du récit est Orlok joué par Max Schreck. Son long nez crochu, ses incisives tranchantes, des oreilles pointues et des longs ongles font tous désormais partie de la légende du cinéma. Le film de Murnau traite le sujet de l'invasion et de la maladie évoquée dans le roman de Stoker et l'illustre dans le physique d'Orlok. Orlok arrive comme la peste, étendant son ombre sur la campagne et laissant la mort dans son sillage. Son ombre s'étire et saisit le cœur des jeunes femmes pour les infecter. Il a vaincu non pas par une combinaison d'intelligence et de force brutale, mais par l'amour d'une femme. Afin de sauver son mari et par extension l'ensemble du pays, Hélène se donne à Orlok, offrant sa gorge en sacrifice. Attirée par sa pureté et par sa beauté, Orlok ne peut lui résister. Elle le tient dans sa chambre jusqu'à ce que le soleil se lève et Orlok tombe en poussière. C'est un moment dramatique touchant en sublime. Orlok se tord alors dans le néant. On a affaire ici au trépas symbolique de la mort et de la maladie grâce au sacrifice ultime d'une femme. Se reflétant dans des nuances de romantisme allemand en cascade sur le film, l'aspect expressionniste de Nosferatu apporte une esthétique gothique dans le cinéma et enfin, le comte Dracula sur nos écrans. Le Dracula de Browning. Si Nosferatu semblait être une inauguration du vampire imaginé comme un cadavre malade, cette image fut de courte durée. Dracula est resté cinématographiquement en sommeil pendant presque 10 ans. Après Nosferatu et les multiples tentatives de Madame Grognac, de Madame Stoker pour obtenir la totalité des droits. Tentatives qui ont fini par payer car Nosferatu fut supprimé pour violation des droits d'auteur. Et ouais. Puis John Balderston et Hamilton Dean eurent l'occasion de transformer le roman en une pièce de théâtre. Ce fut donc en 1927 que le conte fut transformé. À partir d'un monstre qui semblait en proie à une maladie, il devint l'amant étranger qui offre toute la séduction de la mort. Le coquin. En 1931, le Dracula de Browning s'est imprimé sur l'apparence de Lugosi dans la version scénique de Dracula. Et c'est sur cette apparence que se fonde une grande partie du film. Balderston et Dean créent une sorte de psychodrame social sortant quelque peu des décors proposés par l'œuvre de Stoker, donnant davantage d'espace à Dracula, circulant désormais de façon majestueuse dans des immenses pièces plutôt que voûté dans une crypte. Mais ce qui fait le plus ce personnage, c'est bien évidemment l'accent hongrois sombre de Lugosi. Dracula est ici un aristocrate étranger qui séduit les jeunes filles d'un Londres vaporeux, cette fois à l'époque actuelle. Le Dracula de Browning aborde le sujet de la peste ainsi que des chuchotements de racisme et les empaquette dans un emballage attrayant. Dracula est un séducteur, pas un violeur, s'enveloppant et s'engloutissant dans sa cape d'opéra noir. La représentation de Lugosi combine la stylisation de l'expressionnisme et les teintes de romantisme de l'aristocrate étranger. Dracula de 1931 semble daté maintenant, mais il faut se rappeler qu'il est l'un des premiers films à parler de monstres produits par Universal, aux côtés de Frankenstein et la momie. Non, pas celle-ci. Le discours guindé de Lugosi était le résultat d'un mélange de son fort accent et des nécessités des premiers films sonores. Une combinaison donnant à Dracula une intonation hors du temps et semblant venir d'un autre monde. Empruntant des éléments expressionnistes de films comme Nosferatu, Browning a créé une vision attrayante de mort-vivant. Le cauchemar de Dracula. Après Lugosi, rien de bien excitant n'est arrivé au bon vieux Drac, et ce pendant une vingtaine d'années. En fait, c'est l'acteur qui l'a lentement transformé en un personnage amusant. Lugosi a seulement joué le comte dans 2 films, le Dracula de 31 dont nous avons parlé, et De Niro contre Frankenstein en 48. Mais sa performance fut si emblématique qu'il inspira une foule d'imitateurs, y compris dans les suites qui ne sont pas des suites. La fille de Dracula, le fils de Dracula, et de la maison de Dracula, qui n'ont à peu près rien à voir avec le vampire d'origine. Rien. Mais ainsi, l'image d'un conte Dracula séduisant commence à s'ancrer dans l'imaginaire collectif. Pourtant, malgré son impact culturel, au cinéma, ce n'était pas encore ça. Il fallut attendre la fin des années 50 pour que les Britain's Hammer Studios le ramènent à l'écran. Encore les Anglais, mais j'arrête pas de le dire, ils sont parfaits. Ils le seront moins dans le prochain épisode. Dracula revient en 58 avec une vengeance dans le cauchemar de Dracula. Il est un ressassement du récit du Dracula de base, l'arrivée de Harker au château de Dracula, le comte s'attaquant à de belles demoiselles victoriennes et le face-à-face entre Dracula et son superbe ennemi Van Helsing, joué à la perfection par Peter Cushing. Bonjour Général Tarkin. Bien qu'il existe des différences notables entre ce film, la version de 31 et le roman, l'intrigue est essentiellement la même, donnant à Van Helsing un rôle majeur dans la destruction du vampire méchant. Ce qui distingue le cauchemar de Dracula, c'est sa volonté de ne pas avoir peur de choquer, et d'oser montrer les morsures, le sang, et même mettre en valeur la connotation sexuelle directement liée au mythe du vampire. Jusqu'ici, tous ces éléments étaient subtilement cachés ou coupés. On obtenait un résultat bien propre. Mais dans le Dracula de 58,
On ose. On ose tellement que le film a joliment été noté d'un X en Grande-Bretagne. J'arrête pas de le dire, ils sont vraiment trop prudes ces Anglais. Quoi, vous croyez que j'allais dire quoi? La connexion entre le vampirisme et la sexualité sadique se place enfin à l'avant du récit, au lieu d'être seulement chuchotée. Joué brillamment par Christopher Lee, à l'époque un jeune homme très beau et très grand, les attaques de Dracula à la fois sur Lucy et Mina sont plus comparables à des rapports sexuels qu'à de véritables attaques. Le cauchemar de Dracula touche les thématiques de Stoker d'une manière plus directe que jamais, alliant le charme urbain de la représentation de Lugosi avec la violence présente dans le roman lui-même. Lee et Cushing apparaîtront par la suite dans une poignée de films de plus en plus bizarres. Dracula, prince des ténèbres, Dracula et les femmes, Les nuits de Dracula, Une messe pour Dracula, Dracula 73, Dracula vit toujours à Londres, Dracula père et fils, Dracula retourne à l'école, Dracula et les 4 saisons, Dracula devient maman, Dracula fête son anniversaire, Dracula petit rat de l'opéra, Dracula et la nuit de Noël, et enfin Dracula en a marre de cette blague qui n'est même plus drôle. Et cela a continué jusqu'à la fin des années 70 où Dracula est redevenu une caricature et une super excuse pour montrer du sang et des boobs à l'écran. Je vais cuire sous le cuir de ma coccinelle, accroché à ses ailes comme un cerf-volant, je sens le vent. Je serre le volant, suspendu par la brise, par-dessus le pare-brise et essuie de la salle à menthe pour me recoiffer sucré, je fracasse les plaques. Plaques! L'interprétation de Christopher Lee a néanmoins réussi à rétablir l'image du conte comme une force de violence et de malveillance. Même si un phénomène de mode a engendré beaucoup trop de films, Dracula est resté le mal incarné. Enfin, jusqu'à ce qu'arrive l'avènement du disco. Sur ce, nous allons faire une pause car je me suis laissée surprendre par la densité de ce sujet et cette vidéo commence à être longue. Je vous retrouve donc très vite pour la deuxième partie de cette vidéo où nous verrons ce personnage si fascinant se décliner une nouvelle fois en de multiples interprétations pour se diriger vers le personnage romantique qu'il semble être devenu. Je vous dis donc à très vite et pensez à vous abonner pour ne pas rater la seconde partie de cette vidéo. Ciao!